L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et Démocratie libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac. Et puis les manifestations continuent. 30 000 lycéens et étudiants rassemblés aujourd'hui dans les rues d'une vingtaine de villes de France. Comment expliquer cette percée de Jean-Marie Le Pen? Trois questions à Pascal Perrineau, professeur en sciences politiques. Il nous rejoindra tout à l'heure. À droite, Jacques Chirac a reçu aujourd'hui François Bayrou et Alain Madelin. Il rencontre en ce moment l'ensemble des parlementaires de droite. Objectif, la création d'un grand parti du président. Invité Michèle Alliot-Marie, présidente du RPR, qui nous rejoindra elle aussi tout à l'heure. La gauche est sonnée. Lionel Jospin, hors jeu, n'a fait qu'une brève apparition au bureau national du Parti socialiste. C'est François Hollande qui est chargé de mener campagne pour les législatives. Il est avec nous également, François Hollande. Bonsoir. Et puis on reviendra enfin sur la débâcle du Parti communiste. Bonsoir à tous, merci de votre attention. C'est une édition spéciale que nous consacrons ce soir, bien sûr, aux résultats du premier tour de la présidentielle avec de nombreux reportages et invités. Vous en connaissez le résultat. Rappelons-le en ce qui concerne les deux premiers. Ils sont quasiment définitifs, ces scores. 19,88% des voix pour Jacques Chirac, 16,86% pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen dont la présence au second tour a pris tout le monde de court. Il est maintenant au centre du jeu. Les 24 heures qui ont fait trembler la scène politique française. Reportage Michael Darmon, Philippe Quéroux. I was chief of enterprise during my life. Il s'est toujours plaint de ne pas avoir les honneurs des médias, mais depuis hier soir, les journalistes du monde entier veulent parler à Jean-Marie Le Pen, ce qui n'est pas toujours simple pour lui. Dites-moi ça en français. Ça va? Ça va très bien. Salut Roger. Les grognards de Le Pen se retrouvent à Saint-Cloud. Pour la première fois dans son histoire, le Front National est qualifié pour le duel final dans une élection présidentielle. Je ne pense pas que ça soit une revanche, bien que moi je me batte depuis 45 ans aux côtés de Jean-Marie Le Pen, ayant été soldat en Indochine, ayant été soldat en Algérie, je ne peux pas ne pas penser à tous les gars qui pensaient ce que je pense et qui sont morts aujourd'hui. Bureau exécutif, bureau politique, tout l'organigramme du FN est mobilisé pour mettre sur pied les prochains meetings et arrêter la stratégie. Elle est simple, ce sera Le Pen, seul contre tous. Droite et gauche communient dans un front réputé républicain qui m'est aujourd'hui opposé. C'est un véritable aveu du pacte secret qui unit les politiciens corrompus et prébendiers du système Chirac et c'est l'homme des clans. Contre Le Pen, l'homme des Français libres. Ce combat est celui de Goliath contre David, et pourtant David l'a terrassé. Comité Le Pen, président, bonjour. Vous êtes heureuse? Vous allez l'avoir, hein? Je dis, on va l'avoir. On va avoir nos ministères. Au téléphone, les messages prolongent la clameur qui a jailli hier à 20 h, quand le QG de Saint-Cloud est devenu l'épicentre d'un tremblement de terre politique. Ça signifie que les Français ont compris. C'est le plus beau jour de ma vie. Pourquoi? C'est le début de la renaissance de la France. Ça fait 22 ans que je me bats pour mes idées. En arrivant une demi-heure plus tôt, Jean-Marie Le Pen se faisait confirmer les estimations. Jospin 16, d'accord. Ok, ça marche. Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'il se présentera devant ses militants en liesse. Une longue nuit de fête commence au siège du Front National, le parti qui vient de faire exploser la vie politique française. Michael Darmon qu'on retrouve en direct au quartier général de Saint-Cloud. Comment prépare-t-on ce deuxième tour, Michael? Est-ce que c'est une vraie campagne de deuxième tour qui s'amorce?
Alors écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que la question du style de la campagne de deuxième tour a été abordée très tôt dans une réunion de la direction du Front National dès le 28 février. Et ce qui a été confirmé ce matin, c'est le principe de 3 grands meetings sur Marseille, Lyon et Paris pour le 1er mai. L'entourage de Jean-Marie Le Pen a plaidé pour limiter le nombre de déplacements afin de limiter également le nombre et la tenue de contre-manifestations. Il s'agit, nous explique-t-on, en fait de ne pas ternir une campagne d'image sur Jean-Marie Le Pen qui pourrait démarrer dès la semaine prochaine. Merci Mickaël. Officiellement, Jean-Marie Le Pen n'a reçu le soutien que de Bruno Maigret. Le vote Le Pen, cause, conséquences, réaction histoire, réaction en France et en Europe. On va y revenir très longuement dans un court instant avec notamment Marie-France Thierbois, députée européen, et Pascal Perrineau, professeur de sciences politiques. D'abord, on poursuit avec l'actualité de ce lendemain de vote. Pas de temps mort pour Jacques Chirac. Voici pour commencer la carte de France du vote Chirac. Le président candidat est arrivé en tête dans 12 régions sur 22. Pour lui, l'essentiel est fait. Il semble désormais assuré de l'emporter au second tour. Mais dès aujourd'hui, il a rencontré François Bayrou et Alain Madelin. Et en ce moment même, l'ensemble des parlementaires de droite. Reportage Philippe Boissry, Édouard Perrin. Jacques Chirac n'aura pas tardé pour sonner la mobilisation. Moins de 24 heures après le résultat dévastateur du premier tour, il a réuni ses troupes. Un défilé de parlementaires, du RPR, de l'UDF, de DL, des premiers ministrables. Même les principaux soutiens de François Bayrou et d'Alain Madelin sont là pour entendre un Jacques Chirac plaider pour la construction d'un grand mouvement de politique moderne. Des réactions de la salle, des applaudissements nourris. Qui est censé rassembler tous les parlementaires, par exemple? Qui est censé rassembler tous ceux qui se reconnaissent dans ce message et qui ont envie que la majorité issue de l'élection législative puisse réussir. Car je crois qu'aujourd'hui, dans la situation de notre pays, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Car l'apparition hier à 20 h de l'adversaire de Jacques Chirac a tout bouleversé, à commencer par les militants chiraciens partagés entre applaudissements et consternation. La joie pour Chirac, mais un peu triste, c'est que Le Pen est monté si haut. C'est dangereux pour la France. Chirac, Le Pen, ça me va très bien. Pourquoi ça prive d'un débat? Parce que est-ce qu'on a bien le choix entre Chirac et Le Pen? Je pense pas. C'est Chirac, quoi. Un désarroi exprimé par des huées à chaque apparition de Jean-Marie Le Pen sur les écrans. Et des sifflets pour Lionel Jospin. Seul beau moqueur à 23 h l'appel au rassemblement de leur président. La France ne peut attendre. Voici venu le temps du sursaut démocratique. J'en appelle aux Françaises et aux Français, à chacune et à chacun d'entre vous, parce que la démocratie, c'est le bien le plus précieux. Ce matin, c'est un Jacques Chirac muet qui est arrivé à son QG. Pas un mot et surtout pas sur un possible débat avec Jean-Marie Le Pen. La stratégie face à l'extrême droite n'occultait pas les débats au sein de la droite. Deux adversaires d'hier s'étaient même invités sur le coup des midis. À la sortie, Alain Madelin et François Bayrou n'avaient pas tout à fait le même point de vue. Il y a vraiment la nécessité de faire du neuf et de sortir l'opposition de cet enfermement au centre qui a provoqué la montée des extrêmes. François Bayrou plaide lui pour un modèle inédit. On gouverne largement, plus largement qu'au travers des frontières habituelles. En tout cas, c'est ce que je crois. Donc il faut faire l'ouverture. Schéma politique nouveau, ouverture nécessaire pour reconstruire un pays. Un modèle assez éloigné du grand mouvement de droite prôné par Jacques Chirac. Alors à l'hôtel Intercontinental où se tient cette réunion avec les parlementaires, on retrouve Véronique Saint-Olive. Véronique, est-ce qu'on va effectivement vers ce parti du président ? Eh bien, David, la réunion est terminée. Jacques Chirac est reparti et avec lui les très nombreux élus qui étaient venus du RPR, mais aussi de l'UDF et de DL. Alors Jacques Chirac leur a dit la chose suivante. Il est quasiment certain qu'il sera élu au deuxième tour. L'important pour lui, c'est de se doter maintenant d'une majorité cohérente et solide à l'Assemblée nationale. Et pour ça, donc, il leur a dit qu'il souhaitait qu'il y ait un candidat unique de la droite unie dans chaque circonscription.
Alors, est-ce qu'on va vers un parti unique du président? Eh bien, à vrai dire, ça y ressemble. On ne parle plus de l'UEM, vous savez, qui avait provoqué beaucoup de turbulences. Mais effectivement, comme l'a dit Philippe Boissry, on parle d'un grand mouvement où toutes les sensibilités seraient représentées. Et on sait que les centristes seront particulièrement attentifs à cela. Enfin, Jacques Chirac a expliqué tout à l'heure à tous les parlementaires qu'il avait besoin de cette solide majorité à l'Assemblée pour engager les réformes que les Français attendent à propos de la sécurité, mais aussi, bien sûr, des emplois des jeunes ou encore des retraites. Merci Véronique. Rappelons là encore le score quasi définitif maintenant de François Bayrou et Alain Madelin. 6,84% pour le candidat UDF qui arrive en 4e position. 3,91 pour Alain Madelin. Dans un instant, pour évoquer cette situation à droite, nous serons en duplex avec Michel Alliot-Marie. D'abord, la journée à gauche et plus précisément au Parti Socialiste, encore sous le coup de l'élimination surprise de Lionel Jospin et de l'annonce de son retrait de la vie politique. Lionel Jospin qui a réalisé un score de 16,18%. Tout s'est donc joué à 200 000 voix près avec Jean-Marie Le Pen, 16,18, soit 7 points de moins qu'en 1995. On l'a appris tout à l'heure, c'est François Hollande qui reprendra le flambeau pour mener la campagne des législatives. Jeff Wittenberg, Fabrice Dujardin. Sourire et accolade malgré tout, malgré la défaite. Lionel Jospin ce matin dans la cour de l'hôtel Matignon. C'est l'une des dernières fois que l'on verra cette image. Dans 15 jours, comme il l'a annoncé, le Premier ministre aura quitté la scène politique. On n'a pas le choix. Pas envie de parler. Rue de Solferino, au siège du PS, au même moment, il y a les visages qui en disent long. Celui de Jean Glavany, le directeur de cette campagne qui se termine si mal, ceux des proches collaborateurs de Lionel Jospin, les visages enfin des futurs anciens ministres qui en ont gros sur le cœur. Tous ceux qui sont allés à la pêche, qui ont fait la fine bouche, à qui il aurait fallu un petit peu plus de ceci, un petit peu moins de cela, et ben voilà le résultat. Voilà, maintenant nous voilà dans l'eau jusque-là. Je suis surpris du nombre de coups de fil que je reçois de la part de gens qui me disent « bon, on pensait venir au deuxième tour ». On voulait envoyer un message. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ce message est en train d'arriver en poste restante dans les boîtes aux lettres de Chirac et de Le Pen. Chirac-Le Pen, le duel est le choix auquel il faut bien se résoudre pour les socialistes, à contre-cœur mais sans ambiguïté. Il est clair qu'il faut faire barrage à l'extrême droite et voter Jacques Chirac. Il faut que tous les démocrates et les républicains votent Jacques Chirac. Il ne faut pas se réveiller après coup comme hier soir. Et pour que ce soit encore plus clair, François Hollande, désormais seul patron à bord au PS, donne la consigne officielle. Nous savons que Jacques Chirac est notre adversaire dans le cercle de la démocratie, mais que Jean-Marie Le Pen est un danger pour la République. Ce matin, Lionel Jospin est arrivé le dernier au bureau national du PS. Il n'y est pas resté très longtemps. Le temps d'une déclaration en forme d'adieu à ses amis, je ne serai plus désormais qu'un simple militant, leur dit-il, avant de repartir. Dans la rue de Solferino, quelques sympathisants voulaient attendre Lionel Jospin pour l'applaudir. Là encore, dans la deuxième partie de ce journal, on reviendra plus en détail sur les raisons de cette déroute, mauvaise campagne, dispersion des voix. Et puis François Hollande sera donc avec nous. Autre effet de cette percée de Jean-Marie Le Pen, dès hier soir, plusieurs dizaines de milliers de personnes, des jeunes pour la plupart, lycéens ou étudiants, sont descendus dans la rue pour dire leur hostilité au Front National. Place de la Bastille, ici à Paris, ils étaient encore plusieurs milliers après minuit. On a signalé ensuite des incidents, échafaudage démonté, vitrines brisées, affrontements avec les forces de l'ordre. Des manifestations qui se sont poursuivies aujourd'hui un peu partout en France. Alban Mikosi, Frédéric Faure. Ils ont 16, 17 ans, trop jeunes pour voter mais pas pour se faire entendre. À Poitiers, ville de Charles Martel, dont l'extrême droite se réclame parfois, 600 lycéens ont improvisé un cortège pour exprimer leurs inquiétudes. L'extrême droite, c'est pas normal le deuxième tour, je suis désolé, c'est quelque chose qui devrait pas arriver et vraiment, faut que ça cesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous là et on va pas arrêter comme ça. Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous? Il n'y a plus de France. De Brest à Nice, de La Rochelle à Besançon, on estime à plus de 30 000 le nombre total de manifestants. Gros plan sur Caen, avec la rencontre à la faculté d'étudiants et de lycéens pour une séance d'autocritique. 40% des 18-25 ans n'ont pas voté. C'est-à-dire que 40% des 18-25 ans ont laissé les gens du Front National s'exprimer. Parce que le Front National, son électorat, lui, il se mobilise et il va voter.
Un cortège s'est ensuite formé, fort de 4000 personnes. Il a traversé le centre-ville, beaucoup de jeunes, quelle que soit leur sympathie politique, ont promis de ne pas oublier d'aller voter le 5 mai pour Jacques Chirac, même sans enthousiasme. Même mobilisation donc dans beaucoup de métropoles régionales, comme ici à Lyon, où près de 3000 personnes se sont installées toute la journée sur la place de l'Hôtel de Ville. Autant de manifestations spontanées qui se sont dispersées sans incident. Au moment où démarre à Paris un nouveau rassemblement dans le quartier de la République, 4 à 5 000 personnes à l'appel du Parti communiste, de la LCR ou des Verts. Hier encore divisée, la gauche retrouve sur le pavé un semblant d'unité en défilant, faute de savoir vraiment où aller politiquement. Oui, on y retrouvera nos envoyés spéciaux en direct à la fin de ce journal. Des manifestations qui sont en train de prendre une toute autre ampleur puisqu'on signale 10 000 personnes en ce moment à Nancy, 10 000 personnes également à Rouen notamment. Nombreuses autres réactions, notamment des associations antiracistes. On notera aussi celle de l'Église. Le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Ricard, appelle à discerner, je cite, les valeurs fondamentales de la démocratie sans nommer personne. Alors on s'arrête un peu plus longuement sur ce premier tour sans précédent. Un peu d'histoire d'abord. On disait le Front National divisé, Jean-Marie Le Pen en pré-retraite. Eh bien il a finalement réalisé son meilleur score. C'est pour lui le couronnement de 50 ans de carrière politique. Arnaud Boutet. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Jean-Marie Le Pen conduira la France? En 1972 déjà, le patron du tout nouveau Front National se voit en haut de l'affiche. Cependant, si on ne sait jamais, l'histoire le voulait, pourquoi pas? La carrière de Jean-Marie Le Pen commence sous l'uniforme. Direction l'Indochine, Dien Bien Phu, puis l'Algérie, dont il refuse l'indépendance. Entre les deux voyages, Jean-Marie Le Pen rencontre Pierre Poujade et devient à 27 ans le bouillonnant Benjamin du Palais Bourbon. La gouaille, le culot, Jean-Marie Le Pen n'en manque pas, puis il trouve son nouveau thème de prédilection. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage. En 1983, le Front National obtient 17% à Dreux lors des municipales. C'est un premier succès. Grâce à la proportionnelle, il revient en force à l'Assemblée 3 ans plus tard. Ils sont alors 35 députés frontistes. Jean-Marie Le Pen veut gravir une à une les marches du pouvoir et se permet alors toutes les provocations. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le Parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. En 1997, il joint le geste à la parole. Dans les rues de Mantes-la-Jolie, Jean-Marie Le Pen agresse une élue socialiste. Il sera condamné. En 1998, c'est la crise, la scission. Le front se déchire, le parti est au plus bas. Pour sa campagne, Jean-Marie Le Pen aura d'abord compté sur lui-même, sa verve, sa personnalité, même lorsqu'il s'agit de quémander quelques signatures d'élus. National, on en récupère une partie, puis on essaye d'en avoir d'autres de façon à combler les trous. Certains y auront vu une belle opération de communication. Pour la 4e fois, Jean-Marie Le Pen est candidat à la présidentielle. D'une élection à l'autre, il a toujours amélioré son score. Qui a voté Front National? Examinons de plus près la carte de France du vote. Jean-Marie Le Pen arrive en tête dans 9 régions sur 22, situées à part la Picardie, qu'on ne distingue pas ici, situées, voilà, y compris la Picardie, sur cet arc à l'est du pays, de l'Alsace à la région PACA. À noter qu'en 95, seules ces 2 régions l'avaient placé en tête. Alors comment expliquer cette poussée? Eh bien, direction l'Alsace justement et le petit village d'Eyviller. Pas de délinquance, pas de chômage, peu d'immigrés, mais 45% hier pour Jean-Marie Le Pen. Reportage Christophe Nédard, Jean-Pierre Pasteur. Eyviller, petit village alsacien de 250 âmes. Pas de délinquance, pas de chômage, pas d'immigration. Et pourtant, cette commune a massivement voté pour Jean-Marie Le Pen, qui totalise 45% des suffrages. Un vote que personne ici ne veut assumer, on préfère passer son chemin. On peut vous poser une question sur l'élection présidentielle, madame? Ah, non, non. Je suis pas du tout pour la politique, hein. Alors rien du tout. Pour tous ceux qui n'ont pas voté FN, ce mutisme est révélateur. Je veux dire, peut-être qu'ils ont compris la gravité de la situation, quoi.
Les électeurs du Front National restent invisibles. Pourtant, on sent bien que le programme de Jean-Marie Le Pen ne laisse pas insensible nombre de villageois. Il y en a trop, quoi, on va dire. On est envahi. De quoi? D'étrangers. Ici à Yvillers? Pas précisément ici, hein. Aux alentours, on va dire. Dans ce village sans histoire, la campagne du Front National a porté ses fruits. Au-delà de l'immigration, c'est le problème de la délinquance qui est mis en avant. À mon avis, c'est un vote contestataire, hein, c'est tout. Parce qu'il y a quand même de l'insécurité qui s'est produite dans les petits villages, enfin, même les petits bourgs aux alentours. Hein. Depuis les dernières présidentielles, Jean-Marie Le Pen a gagné 15% de voix à Yvillers. Une progression qui pourrait bien être confirmée le 5 mai prochain. Après l'Alsace rurale, les grandes villes des Bouches-du-Rhône, Marseille ou juste à côté Marignane qui a donné 39% de ses voix à l'extrême droite, FN plus MNR. Parole d'électeurs recueillies par Yannick Aroussi et Benoît Jourdan. Un leader de droite nationale chasse l'autre, mais le vote extrême est bien installé à Marignane, ville maigretiste. Bruno Maigret 12,11%, Jean-Marie Le Pen 27,70%, un total qui frise les 40%. Parmi les boulistes, toutes les tendances sont représentées. Ceux qui parlent le plus volontiers du vote Le Pen sont les immigrés italiens. Les chauffeurs de car, ils n'ont pas sécurité. Les gosses d'école, ils n'ont pas sécurité. Et tout. Alors, on attend que Le Pen prenne sa place. Parce qu'on essaierait trop des immigrés. Ouais. Voilà, ouais. Vous n'avez pas l'air d'être français de souche. Hein? Non, mais ça fait 50 ans que je suis français, là. L'électorat marignanais a une forte composante de personnes issues de l'immigration italienne ou espagnole et de rapatriés d'Afrique du Nord. À la tête de la ville depuis 1995, Daniel Simon-Pierry, encarté au MNR, ne cache pas son plaisir devant les résultats. On a donc aujourd'hui des gens qui vont vers ceux qui les écoutent et vers ceux qui leur proposent des solutions. Même constat à Marseille, comme en 88 et 95, Jean-Marie Le Pen est en tête avec 23,34%. C'est un vote sanction. Et c'est quand même dommage que ce soit la gauche ou la droite n'en tiennent pas compte. Près de 28%, c'est le total des voix de Le Pen et Maigret à Marseille. 2000 personnes ont manifesté sur le Vieux-Port, parmi elles ces électeurs qui avaient choisi hier les petits candidats. J'ai voté pour Besancenot, Olivier Besancenot. Mais bon, si j'avais su, j'aurais voté Jospin. Si les sondages nous avaient dit que Jospin n'allait pas passer, je pense que beaucoup de gens auraient voté Jospin. Leur moyen d'expression se limite aujourd'hui à la manifestation et pour beaucoup au vote Chirac au deuxième tour. Oui, toujours plus de manifestations, on fera le point tout à l'heure. D'abord, nous retrouvons Pascal Perrineau. Bonsoir, vous êtes directeur du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Y a-t-il un électeur type du Front National ? Oui, il y a un électeur type et on retrouve d'ailleurs à cette élection largement des caractéristiques que l'on connaissait déjà en 1995. C'est un électorat qui est jeune, c'est un électorat très masculin, c'est un électorat qui fait de très bons scores en milieu ouvrier et parmi les chômeurs. Et puis il y a des aspects nouveaux dans cette élection. On voit que Jean-Marie Le Pen a réussi à sortir de cet électorat traditionnel et que maintenant il s'implante également dans le milieu rural. 18%, paraît-il, des agriculteurs ont choisi le vote en faveur de Jean-Marie Le Pen. Et même il sort d'un certain ghetto sociologique en faisant des scores qui ne sont pas négligeables maintenant chez les cadres moyens et les employés. Donc on voit là qu'il y a une véritable dynamique sociale. Est-ce que cela signifie que ça n'est plus seulement un vote protestataire, mais que ça peut devenir aussi un vote conservateur, par exemple? Non, pour l'instant, la dimension protestataire reste essentielle. Quand on interroge ces électeurs, on s'aperçoit qu'il y a une majorité d'électeurs qui nous dit « nous avons voté essentiellement pour s'opposer aux autres candidats et pas du tout à cause d'un projet, pas du tout à cause d'un attachement, par exemple, à la personnalité de Jean-Marie Le Pen. On est véritablement au cœur du vote protestataire, comme on l'est d'ailleurs avec les candidats qui ont choisi l'extrême gauche. On a à peu près le même type de réaction dans les deux extrêmes. Autre question qu'on se pose, Pascal Perrineau, celle d'un mouvement d'ensemble, d'une poussée d'ensemble des partis socialistes, des partis populistes, pardon, ou d'extrême droite en Europe. C'est vrai que le succès de Jean-Marie Le Pen en France n'est pas un cas isolé. Petit rappel d'abord avec Anne Poncinet. En juin 1999, le Vlaams Blok, le parti d'extrême droite de Philippe de Winter, devient le troisième parti belge. Depuis, les autres formations s'entendent pour l'écarter du pouvoir, mais il a encore progressé aux dernières municipales. En Autriche, en février 2000, l'extrême droite de Jörg Haider s'impose comme la deuxième force politique et entre au gouvernement en coalition avec les conservateurs.
L'émotion est vive au sein de l'Union européenne qui impose 7 mois de sanctions politiques sans précédent à l'Autriche. Depuis, l'extrême droite est toujours au gouvernement, mais a fortement reculé aux dernières municipales. En Italie, en juin 2001, les alliés de Silvio Berlusconi prêtent serment. Parmi eux, Umberto Bossi et la Ligue du Nord, un parti autonomiste, mais qui développe des thèses proches de l'extrême droite française, notamment sur l'Europe et l'immigration. Au Danemark, le 21 novembre dernier, Pia Kjærsgaard et son parti d'extrême droite recueillent 12% des suffrages. Elle impose le thème de l'immigration dans la campagne, mais n'entre pas au gouvernement, le premier de droite depuis 72 ans au Danemark. Enfin, aux Pays-Bas, en mars dernier, c'est au tour de Pim Fortuyn. Jusqu'alors plutôt considéré comme une curiosité politique, il rafle 33% des voix au municipal de Rotterdam. Il devient donc le premier parti de la deuxième ville du pays. Homosexuel déclaré, ses slogans anti-immigration semblent séduire beaucoup de jeunes. Les sondages lui prédisent 20 sièges sur 150 aux législatives du 15 mai prochain. Peut-on faire un lien, Pascal Perrineau? Y a-t-il des points communs entre la poussée de tous ces partis en Europe? Oui, bien sûr. Il y a essentiellement 2 liens communs. On s'aperçoit que l'extrême droite prospère quand, au fond, on a affaire à des systèmes politiques quelque peu usés, qui ont du mal à se renouveler, dans lesquels les électeurs ne voient pas quelle est l'alternative. C'était le cas, par exemple, en Autriche, où il y avait une véritable répartition du pouvoir entre la gauche et la droite. Et cela doit nous rappeler, vous voyez, quelque chose du cas français. La poussée de l'extrême droite vient après 5 ans de cohabitation entre gauche et droite, où on ne savait plus très bien où était l'opposition, et les électeurs qui ont voté Le Pen ont eu l'impression que l'opposition, eh bien, c'était Jean-Marie Le Pen. C'est la première caractéristique. Et puis, il y a un deuxième facteur, qui est un facteur de fond, qu'on retrouve dans toutes les sociétés européennes, c'est qu'il y a dans toutes les sociétés aujourd'hui des 15 pays de l'Union, une angoisse dans certains milieux vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la société ouverte, c'est-à-dire l'ouverture politique avec la construction accélérée de l'Europe, l'ouverture économique avec la globalisation, l'ouverture culturelle avec nos sociétés qui deviennent de plus en plus des sociétés multiculturelles. Et l'extrême droite se met dans tous ces pays à l'avant-garde du pôle qui condamne cette société ouverte et qui dit au fond, voilà, notre avenir c'est de revenir au sein de nos frontières et de revenir vers une société davantage close et refermée sur elle-même. Merci Pascal Perrineau. En tout cas, cette situation politique française fait la une des principaux journaux européens. Tonalité générale, la France qui aime tant donner des leçons devrait d'abord se préoccuper d'elle-même. Rome, Londres, Berlin, on retrouve nos correspondants Isabelle Stess, Bernard Lebrun, Patrice Ramden. Pour la presse, comme pour la plupart des Italiens, c'est l'inimaginable qui s'est produit en France. Déception. Parce que j'avais une bonne opinion des Français. Le tremblement de terre Le Pen est un coup pour l'Europe et une sévère leçon à méditer, estime la presse italienne. La revanche de l'ex-Para et le Waterloo de Jospin inquiètent. Le signal d'alarme italien n'a pas payé, commente la Stampa. Pour le journal de centre droit, la gauche française a désigné Berlusconi comme le danger à exorciser, alors que c'est chez elle que se trouve la tête de pont hyper-nationaliste et xénophobe. Pour le conservateur Corriere della Sera, beaucoup vont se demander si la formule italienne n'est pas préférable à la française et si certaines critiques adressées au gouvernement italien ne méritent pas aujourd'hui un sourire ironique. Vu de Londres, les gros titres sont plutôt sombres. Émeute pour les élections françaises, les photos, dit l'affiche. Quotidien du soir, l'Evening Standard fait grand cas des incidents de cette nuit et titre « La victoire de Le Pen provoque la bataille de Paris ». Le choc du vote d'extrême droite en France, titré le très conservateur Times ce matin. Le vote Le Pen choque la France, lui répondait en écho le Guardian de gauche. Côté tabloïd, on retiendra le gros titre du Sun, le vote de la honte, la France bascule dans le racisme. La réprobation est à la taille de la surprise, considérable. Et la leçon politique pourrait aussi valoir pour l'Angleterre. Par la voix de son porte-parole, le Premier ministre Tony Blair se dit très confiant dans le peuple français. La presse du soir, elle, se montre très inquiète quant aux manifestations à venir dans les rues de Paris. Un signal d'alarme pour toute l'Europe, dit la télévision allemande, cependant que la presse écrite s'autorise quelques noms d'oiseaux. Ainsi, le Süddeutsche Zeitung déplore-t-il que Lionel Jospin, Premier ministre honorable, ait été mis hors course par un soudard d'extrême droite. Toujours dans la presse de gauche, le Tagesspiegel estime que Jospin n'a pas su convaincre de ses succès et le Berliner Zeitung raille sa naïveté. Le Pen a fait de lui un idiot, va jusqu'à écrire le quotidien. Pour le reste, un point a fait l'unanimité, l'image de la France est écornée. Et cela n'est pas fait pour déplaire à tout le monde. Dans un pays où l'extrême droite n'amuse personne, on devine que les mésaventures électorales de la France sont à 2 doigts d'arracher un sourire à l'homme de la rue
qui souvent s'agacent de cette France championne du monde de la morale universelle. Exclusivité France 2, Patrice Romden a pu rencontrer tout à l'heure le chancelier allemand social-démocrate Gerhard Schröder. On l'écoute. Je trouve très regrettable que l'extrême droite soit devenue si forte en France. Je pense que tous les démocrates, en France et en Europe, ainsi que les y incite le Parti socialiste, vont faire le nécessaire pour que Le Pen ne devienne pas une force significative. Je crois que cela est tout à fait possible. Les gens qui comptent en ce moment en France vont se rassembler derrière le président de la République. Et à noter aussi cette réaction en Autriche. C'est plus qu'une faute de goût, estime le chancelier conservateur Wolfgang Schüssel, qui gouverne, vous le savez, depuis 2 ans avec le parti populiste de Jörg Haider. Nous retrouvons en duplex Marie-France Thierbois, députée européen, membre du bureau politique du Front National. Merci d'être avec nous. Marie-France Thierbois, quand on entend des réactions très négatives sur le Front National en France, vous dites on nous diabolise. Que dites-vous de toutes ces réactions à l'étranger, en Europe, mais aux États-Unis aussi ? Mais moi, je crois que nous ne sommes pas du tout seuls en Europe, parce qu'il y a des tas d'Européens qui ont voté comme nous. Vous avez les Portugais, vous avez les Italiens, les Norvégiens, les Hollandais. En fait, c'est tout un mouvement qui est en marche, parce que les gens en ont assez, que les partis politiques ne les écoutent pas, et en ont assez, entre autres, des problèmes d'insécurité et d'immigration. Est-ce que pour vous, c'est un nouveau départ pour le FN? Est-ce que vous allez à nouveau tenter, fort de ce nouveau poids, de proposer, par exemple, des alliances au RPR ou à d'autres partis à droite en vue des législatives? Bon, écoutez, moi je crois qu'on peut déjà combattre sous nos couleurs. On n'a pas besoin d'alliance. On a besoin que les gens, les électeurs votent pour nous. C'est ce qu'ils ont fait cette fois-ci et qui vont recommencer la prochaine fois pour le 2e tour, mais aussi pour les législatives. Parce que si nous avons des alliances aussi bien avec le RPR que d'autres, nous risquons de perdre notre âme et nous risquons surtout de ne pas tenir nos engagements. Alors nous avons toujours tenu nos engagements. Nous sommes toujours battus pour des idées, pour des convictions et pas pour des ambitions personnelles. Franchement, quel est le score que vous visez pour Jean-Marie Le Pen au 2e tour? Écoutez, moi je vais tout faire pour qu'il fasse le maximum et qu'il arrive en premier. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons eu un formidable élan et surtout les gens sont outrés de voir tous ces gens qui descendent dans la rue, ces démocrates, ces pseudo-démocrates qui viennent donner des leçons, nous traitent de nazis, nous traitent de toutes sortes de choses, alors qu'il y a des milliers de gens au Front National qui ont combattu pendant la guerre. Nous avons eu notre député européen qui était compagnon de la libération et ceux qui sont aujourd'hui en train de nous montrer du doigt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peut-être collaboré comme les communistes qui pendant une année ont joué le pacte germano-soviétique. Oui. Alors moi, c'est des lycéens ou des étudiants pour la plupart. Ça suffit. Oh non, non, j'ai vu aussi des gens d'un autre âge. Quant aux lycéens et aux étudiants, eh bien, qu'ils apprennent, je crois, l'histoire. Et ils verront que pendant l'histoire, entre autres l'histoire d'Algérie, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a des tas de gens de droite qui se sont battus contre le nazisme. Merci Marie-France Thierbois d'avoir répondu à nos questions. Oui. Et puis nous avons voulu savoir aussi comment on réagissait dans les pays d'émigration vers la France. L'Afrique noire, par exemple, à Abidjan, Côte d'Ivoire, Éric Monnier, Bruno Giraudon. À Abidjan, on appelle ce lieu la Sorbonne. Chaque jour, on y commente l'actualité. Aujourd'hui, le premier tour de l'élection française et le score de Jean-Marie Le Pen, entre surprise et colère. Les Français sont des gens qui adorent la contradiction. Oui. Ce n'est pas normal que le berceau de la culture et de la civilisation occidentale puisse tomber si bas. Dites-leur que nous sommes choqués en Afrique et profondément choqués. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Ah oui. Parce que je m'attendais à tout, sauf trouver Le Pen au second tour. Si Le Pen, par malheur, je le dis, arrive au pouvoir et qu'on sache les Ivoiriens qui vivent en France, et nous trouverons aussi une solution aux Français qui vivent ici. C'est la grande France qui a écrit la charte sur les droits de l'homme en 1948. Si aujourd'hui la France s'aligne sur la xénophobie, nous on ne fera que copier. Après l'élection présidentielle américaine et l'ubuesque décompte des voix, voilà pour les Africains, avec les résultats d'hier en France, une nouvelle preuve de l'imperfection des démocraties occidentales, souvent pourtant imposées en modèle dans cette partie du monde. La nation prompte à s'ériger en donneuse de leçons est tombée du haut de son piédestal, écrit de son côté le quotidien sénégalais Le Soleil. Et puis réaction aussi en Israël, où on retrouve Charles Anderlin qu'on a aperçu il y a un instant. Charles, le ministre de l'Intérieur israélien, Eli Yishai, exhorte ce soir les Juifs de France à faire leurs valises. Oui, tout à fait.
Élie Chaï est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il est le chef du parti Chasse, qui est la troisième formation politique du pays, avec 17 députés au Parlement, la Knesset. Chasse est un mouvement ultra-orthodoxe séfarade, c'est-à-dire qui regroupe essentiellement des ultra-orthodoxes venus d'Afrique du Nord, des pays arabes. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité gouvernementale israélienne lance un tel appel aux Juifs de France. Déjà, M. Sharon leur avait conseillé de venir s'installer en Israël. Jusqu'à présent, ces appels ne sont pas vraiment entendus. L'année dernière, 1002 personnes ont choisi de quitter la France pour venir s'installer en Israël. On saura dans quelques mois si ce chiffre est en hausse. Mais d'un mot, Charles, est-ce que c'est significatif d'une inquiétude assez profonde en Israël au lendemain de ces résultats en France? La presse israélienne a effectivement parlé d'une grande inquiétude et présenté l'élection comme un tremblement de terre, comme en Europe. Merci Charles. On revient en France maintenant et à la campagne pour le second tour avec cette question qui ne semble toujours pas tranchée. Jacques Chirac va-t-il débattre avec Jean-Marie Le Pen, comme c'est l'usage entre les deux qualifiés pour le second tour? On a entendu des versions contradictoires depuis hier. Aux dernières nouvelles, ce serait oui. Alix Bouillaguet, Maya El-Husni. Je dis les temps de parole comme... Date de naissance, 1974. Qu'on l'appelle duel, débat ou encore face-à-face, depuis près de 30 ans entre les deux tours de l'élection présidentielle, les deux candidats s'affrontent et des expressions restent. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Des répliques parfois décisives. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Des phrases qui en disent long. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Alors aujourd'hui, y aura-t-il débat entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen? Ce matin, la question semblait réglée. C'est une tradition républicaine et je ne vois pas pourquoi ce débat n'aurait pas lieu. Au même moment, pourtant, une autre version, celle de Roselyne Bachelot, la porte-parole du candidat Chirac. J'imagine que Jacques Chirac ne souhaite pas ce débat, déclare-t-elle sur RTL. Il jugera dans les prochaines heures ce qu'il va faire. S'il finit par avoir lieu, ce face-à-face promet d'être musclé. Les deux hommes se détestent depuis longtemps. Souvenez-vous, Chirac a une analyse dès le départ. Dès le début des années 80, il dit Le Pen, c'est une invention de Mitterrand. Il en veut évidemment énormément à Mitterrand, mais je crois que peu à peu, il apprend à détester de plus en plus Le Pen. Et l'un des grands drames de Chirac, c'est qu'il perd toutes les élections, il perd toute une série d'élections à cause de Le Pen. C'est Le Pen qui le fait perdre. Au fond, pendant toute la campagne, Jean-Marie Le Pen n'a eu qu'un seul adversaire, Jacques Chirac. Se sont-ils rencontrés entre les deux tours de la présidentielle de 1988, comme l'affirme le président du Front National? Un débat pourrait apporter des réponses. Si une rencontre avait lieu cette fois-ci, elle se déroulerait devant les Français. Bonsoir Michel Alliot-Marie, vous êtes présidente du RPR. Je sais ce que vous allez me dire, c'est Jacques Chirac qui décidera. Mais vous, est-ce que vous pensez que ce débat doit avoir lieu, vous personnellement? Si c'est un vrai débat, oui, puisque cela contribue à éclairer les Français, mais à condition que ce soit un vrai débat. Et M. Le Pen nous a plus habitués aux invectives et aux injures que véritablement au débat sur les idées. Pour vous, Jean-Marie Le Pen, c'est un candidat, un adversaire du deuxième tour comme un autre? C'est un adversaire de longue date. C'est un adversaire qui, la dernière fois, a mis en place M. Jospin, puisque c'est par ces candidats qu'il a maintenu en triangulaire au deuxième tour, qu'il a permis à la majorité socialiste de se constituer. Mais Michel Alliot-Marie, j'allais dire, pour vous, est-ce qu'il y a un climat particulier, est-ce qu'il y a un contexte particulier pour ce second tour où vous dites non, pour nous, c'est une joute électorale finalement comme une autre? Pour ce second tour, je dis que ce qui est en jeu, ce sont des valeurs qui sont d'abord les valeurs de la République. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Pour nous, gaullistes, les valeurs de la République, les valeurs humanistes, c'est essentiel. Et c'est effectivement l'enjeu du débat de ce deuxième tour. Et puis, bien entendu, pour ce deuxième tour, ce sont également les valeurs qui sont les nôtres pour permettre le développement de la France. C'est le projet de Jacques Chirac pour la France et les Français. Un projet qui est destiné à mieux répondre aux attentes, aux angoisses, aux espoirs également des Français qui n'ont pas été pris en compte par les socialistes au cours des dernières années. Mais Michel Alliot-Marie, si vous deviez porter une appréciation sur ce qui s'est passé hier soir, vous diriez finalement c'est une bonne chose pour nous, Jacques Chirac est en tête, il semble à peu près assuré de l'emporter pour le deuxième tour, ou vous diriez il se passe quelque chose de grave en France parce que Jean-Marie Le Pen est au second tour? Je dis d'abord une chose, c'est que les Français décident. Il faut respecter le choix des électeurs.
Ceci dit, il est vrai que d'avoir un candidat d'extrême droite au deuxième tour, c'est un événement considérable et qui appelle de notre part une réaction forte, une mobilisation forte, un rassemblement autour des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la République, les valeurs de l'homme, mais également les valeurs d'une France moderne que nous souhaitons. Finalement, ce qui s'est passé hier soir aussi, c'est la sanction de 5 années d'inaction des socialismes sur des sujets qui intéresseraient directement les Français dont ils m'ont parlé au cours de tous mes déplacements en province de ces dernières semaines, c'est-à-dire le problème des retraites, c'est-à-dire le problème de l'insécurité, c'est-à-dire le problème du poids excessif de l'administration. J'entendais tout à l'heure le responsable, Monsieur Perronneau, qui parlait des agriculteurs. Moi, ce que j'ai entendu, c'est les réactions des agriculteurs qui disent « mais pour nous donner éventuellement une petite subvention, il faut remplir 7 papiers différents et si nous trompons d'une virgule, nous n'y avons pas droit ». Ils me disent les 35 heures. Est-ce que les 35 heures, cela veut dire que nous allons devoir dire, pardonnez-moi, c'est presque caricatural mais tellement vrai, devoir dire à nos vaches arrêtez de faire du lait parce que notre ouvrier a fini ses 35 heures. Ce sont toutes ces aberrations qui ont été très durement senties par les Français parce qu'ils ont l'impression d'avoir été méprisés, de ne pas avoir été écoutés et je crois qu'ils les ont aussi exprimées de cette façon extrême. Merci Michèle Alliot-Marie d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que Jean Saint-Josse et Corinne Lepage ont appelé à voter pour Jacques Chirac. Christine Boutin annoncera sa décision mercredi. Rappelons leur score. 4,23 pour Jean Saint-Josse, 1,19% pour Christine Boutin, 1,88 pour Corinne Lepage. Là encore, des chiffres quasi définitifs. Autre chiffre, et ils expliquent peut-être le bon score de l'extrême droite, et ils sont en tout cas sans précédent, ceux de l'abstention, 28,4%, à la décimale près, nous vous le donnions d'ailleurs dès hier soir 19h. On l'a beaucoup dit, c'est un record. Alors comment les abstentionnistes d'hier ont-ils accueilli aujourd'hui ce résultat? Reportage près de Montpellier, Karine Comazzi, Pascal Ponce. Hier encore, l'abstentionniste s'ébroue et insouciant sur la plage de Palavas. Aujourd'hui, l'ambiance, comme la mer, y est plus agitée. S'abstenir, c'est laisser la part à n'importe quoi. Vous culpabilisez? Non, mais je vais me responsabiliser. C'est-à-dire? C'est-à-dire voter au deuxième tour. À Languy contre les Rochers, chacune explique le sens de son vote sanction de la veille. J'ai préféré m'abstenir parce que j'étais mécontente. Parce que je disais il faut qu'il se passe quelque chose, c'est tout. Je pense que c'est un électrochoc et que ça va peut-être réveiller les gens sur la responsabilité du vote, quoi, en fait, tout simplement. Inconscience et mauvaise coïncidence ont desservi ce premier tour. Car hier, c'était l'ouverture de la pêche au carnassier et au bord de l'Hérault, l'électeur pêcheur avait déjà tranché. Le suspense est plus intéressant, on va plutôt dire. À la pêche? À la pêche. Premier tour, les élections. Ça sera pareil, qui que ce soit, ça sera pareil. Qui que ce soit. L'autre hasard du calendrier, ce sont les vacanciers parisiens qui en ont fait les frais. Je trouve ça scandaleux qu'ils aient prévu ça pendant les vacances scolaires de Paris. Ou les vacances scolaires d'une autre zone, mais ça s'est trouvé que ce soit les vacances scolaires. Je trouve qu'on ne devrait pas... ils auraient pu penser ça, nos amis les énarques. Saint-Guilhem-le-Désert, un dimanche d'élection. Les lecteurs touristes se dispersent entre les oliviers, rêvant d'une campagne enfin à la hauteur de ses attentes. Et on revient maintenant sur la défaite cuisante de la gauche plurielle en général et Lionel Jospin en particulier. La carte de France du vote Jospin, elle est très vite vue. Une seule région, Midi-Pyrénées, l'a placée en tête avec moins de 20% des voix. Alors que s'est-il passé? Y a-t-il eu vote sanction? Reportage d'abord auprès d'une clientèle, disons, traditionnelle de la gauche. Les employés à Bayonne, ils étaient 350 à travailler dans l'entreprise Ruvel, spécialisée dans la fabrication de composants électroniques. 350 personnes licenciées suite à la liquidation judiciaire de la société. Tous se disent déçus de la politique. Reportage Caroline Femme, Philippe Dumel. Voter Ruvel, pas une consigne de vote, mais l'expression d'un rejet des politiques menées par la gauche comme par la droite. Les 350 anciens salariés de cette entreprise ont reçu leur lettre de licenciement en fin de semaine. Tentés par l'abstention, certains ont malgré tout voté, d'autres ont clairement décidé de ne pas donner leur voix. Je ne sais pas vous, mais moi il y a des gens de ma famille, des amis, etc. qui, quand on a parlé des votes présidentiels,
ils ont tous été influencés par ce qui m'arrive à moi ou à vous, bien évidemment, et qui ça a influé directement sur leur vote, quoi. Les discours politiques qu'on a reçus, il n'y a pas d'action derrière, ce ne sont que des promesses. Et quand on fait que des promesses, à la fin, on n'y croit plus et on se venge. C'est ce qui s'est passé hier. Mais si certains se sont abstenus, hier pourtant, ils ont été surpris des résultats, comme partout en France. Séisme politique dans un contexte de catastrophe sociale. Certes, beaucoup sont déçus de la politique, mais le second tour ne les laisse pas indifférents. Déjà qu'on a peur parce qu'on vit une situation dramatique, alors imaginez-vous là maintenant. Je préférais m'abstenir, mais je pense qu'au second tour je ferai l'effort vu qu'il y a quand même quelque chose en jeu, donc je pense que je ferai l'effort au second tour. L'avenir est incertain pour ces anciens salariés. Entre les deux tours et à quelques semaines des législatives, ils attendent encore un sursaut des élus. Autre explication, peut-être la mauvaise campagne de Lionel Jospin. Positionnement flottant, déclaration malheureuse, retour sur ces quelques semaines qui ont fait plonger la gauche. Alexandre Cara. L'inventaire a déjà commencé. Les bureaux sont vides. Dans quelques jours, il ne restera plus trace de l'atelier de campagne de Lionel Jospin. À peine des souvenirs, celui des sanglots d'un soir. Alors que le Parti socialiste s'effondre, son candidat se retire de la vie politique. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Pourtant, Lionel Jospin avait commencé la campagne confiant. Mais très vite, on a du mal à situer la couleur exacte du candidat. Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. Venu bien tard, le virage à gauche ne convainc personne. D'autant que la campagne a du mal à prendre. Je vous disais hier soir, pour commencer comme avant, la politique à pied, les réunions de campagne à pied dans les villages, dans les communes, dans les cantons, la médiatisation, ça tue le reste. Et c'est vrai, la mobilisation est faible. La campagne de Lionel Jospin, jugée par beaucoup trop technocratique, a du mal à déchaîner les passions. Si on ajoute que les sondages annoncent comme une évidence les deux finalistes, pour beaucoup de militants, le premier tour apparaît comme une simple formalité et la communication n'arrange rien. Nous n'avons pas su communiquer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même, j'ai l'impression qu'il y a une France d'en bas qui rejette la France d'en haut. Des erreurs comme le dérapage sur l'âge du président devant la presse au retour de l'île de la Réunion. Mais surtout une communication à l'américaine, orchestrée par des publicitaires. Pas assez naturel, trop d'artifices, une dictature permanente des sondages finissent par brouiller l'image. Si au Parti socialiste on parle d'échec collectif, c'est d'abord celui d'un homme qui aujourd'hui a décidé de tirer un trait sur sa vie politique. Enfin, dernier élément avant de retrouver François Hollande, élément avancé d'ailleurs par Lionel Jospin lui-même, la dispersion des voix à gauche avec la multiplication des candidatures. C'est l'occasion de rappeler les scores. Là encore, ils sont définitifs ou presque. Jean-Pierre Chevènement, 5,33% des voix. Noël Mamère, 5,25%. Christiane Taubira, 2,32% des voix. Que répondent-ils à ces accusations, entre guillemets, Émilie Lançon, Éric Mézy? Au lendemain du premier tour, Christiane Taubira a retrouvé son vélo et une vie normale. Comme toute la gauche, elle s'est réveillée groggy, mais la candidate radicale ne se sent coupable en rien, même si un quart de ses voix aurait suffi à qualifier Lionel Jospin pour le second tour. Ce serait traiter les électeurs de façon bien frivole, bien méprisante et bien irresponsable. J'ai fait une campagne claire sur des positionnements sans ambiguïté, avec un programme précis. Je crois que c'est sur ça que les électeurs se sont prononcés. À la Ligue communiste révolutionnaire, le verdict est plus sévère. Crédité de 0,5% d'intention de vote en début de campagne, Olivier Besancenot a créé la surprise avec ses 4%. Mais le jeune candidat facteur l'affirme, ses voix, il ne les a pas volées aux socialistes. C'est pas la multiplication des candidatures à gauche qui est responsable de tout ça, c'est malheureusement des raisons politiques. Si Jospin a baissé, c'est simplement, il peut s'en prendre qu'à sa propre campagne. Il a commencé dans une campagne de centre-gauche, où personne ne voyait la différence entre Chirac et Jospin. Il a essayé de se rattraper à la dernière minute en sortant des mesurettes qui satisfaisaient personne. La présidentielle 2002 est historique pour les trotskistes.
Pour la première fois sous la Ve République, les trois formations d'extrême gauche atteignent plus de 10% des voix. Autre difficulté pour les socialistes, la gauche plurielle. Ajouter les unes aux autres, les voix des Verts, du Mouvement des Citoyens et du Parti communiste aurait permis aux candidats socialistes d'atteindre plus de 32% des voix. Voilà, c'est un élément parmi d'autres. François Hollande, merci d'être avec nous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Pardonnez-moi l'expression, est-ce qu'il y a une gueule de bois ou est-ce que vous êtes déjà en train de vous projeter dans l'avenir? Non, il y a, comme vous dites, une gueule de bois. Elle est naturelle parce que nous n'imaginions pas, et je pense les Français non plus, être dans cette situation d'avoir deux candidats, l'un de droite et l'autre de l'extrême droite, au second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire de l'élection majeure. Alors nous en portons sans doute la responsabilité. Je remarque d'ailleurs que Lionel Jospin est un homme digne, honnête. Il a lui-même annoncé qu'il se retirait de la vie politique. Il n'y a pas beaucoup de leaders en France qui, après avoir perdu des élections, annoncent leur départ de la vie politique. Je pense que ça peut servir de leçon à d'autres. Mais c'est vrai que nous sommes aujourd'hui à la fois dans la tristesse, mais en même temps, c'est normal, dans la détermination et dans le combat, déjà. Un mot un peu personnel, François Hollande, mais à vous, à 19h, quand vous apprenez, ou peut-être un peu avant 19h, quels sont les résultats des sondages, des estimations qui seront données au public à 20h, et que vous voyez Jean-Marie Le Pen est devant Lionel Jospin, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens, au-delà de la surprise assez terrifiante, une immense tristesse. Tristesse pour Lionel Jospin, ce qu'il a fait pour le pays. On peut critiquer son action, mais convenons que nous avons là affaire à un homme d'État, un homme honnête, un homme sérieux, même si on peut, j'entendais des commentaires sur sa campagne évoquer un certain nombre de difficultés. Nous avons aussi exprimé une immense tristesse pour notre pays, parce que c'est quand même pas digne de la France que d'avoir un candidat de l'extrême droite au second tour de l'élection. Et puis, au-delà de l'émotion, au-delà de la peine, au-delà de la solidarité pour notre candidat, nous nous sommes tous dit qu'on ne pouvait pas en rester là, qu'on ne pouvait pas baisser les bras, que les Français n'avaient pas voulu ça, même si on devait respecter leur vote, et qu'il fallait, en leur nom, au nom de tout ce que nous avons fait depuis des années, au nom de ce que nous portons, les idéaux de la gauche, au nom de ce que nous avons à préparer, les élections législatives, faire en sorte d'être à la hauteur des combats qui viennent. Alors, vous avez appelé officiellement, le PS a appelé officiellement à voter pour Jacques Chirac au second tour aujourd'hui. Quelle sera l'attitude des militants socialistes? Vont-ils suivre cette invitation dans le fief de Lionel Jospin à Toulouse? Reportage Isabelle de Lyon, David Bress. Ces deux jeunes viennent pour adhérer. Le Parti socialiste a un succès fou depuis ce matin à Toulouse. Je vote socialiste depuis longtemps, mais c'est vrai que là, ouais, j'ai envie de le montrer. Ouais. Pourquoi spécialement aujourd'hui? Parce que la claque d'hier fait qu'il faut se bouger. Leur premier acte militant est de s'engager. Le second sera voter Chirac, selon la jeune socialiste qui les reçoit. On n'a pas le choix. Je crois que le plus important, c'est de faire barrage au Front National. Chaos debout. Trop abattus pour réagir, les socialistes toulousains hier soir, quand Lionel Jospin annonce qu'il se retire de la vie politique. Certains ténors du parti ont déjà déclaré qu'il faudrait voter Chirac, mais ici on n'arrive pas à le dire. L'élection de Chirac est acquise aujourd'hui, tout le monde le sait. Vous allez voter je n'ai pas envie de voter pour Jacques Chirac, mais nous allons en décider dans les jours qui viennent. Le choc est tellement rude ce soir qu'il faut d'abord pouvoir l'assimiler soi-même. Ils ont 13 jours pour se faire à cette idée, voter pour quelqu'un qu'ils ont toujours combattu. Honnêtement, je ne sais pas si j'irai donner ma voix. J'irai voter, mais blanc. Tout sauf Le Pen, c'est bien sûr. Mais c'est vrai que la réaction de tous les socialistes, c'est le choix entre un fasciste et un voleur et un menteur, quoi. Donc c'est difficile, là. C'est vrai que c'est difficile. Dans le bureau du secrétaire fédéral trône le portrait de Lionel Jospin, élevé soudain au rang d'autorité morale. De toute manière, la seule chose qui nous reste à faire, c'est avancer. Ici, le prochain objectif, c'est les législatives. Les législatives où vous porterez le flambeau, donc François Hollande pour le PS. Au-delà, il y a besoin évidemment d'un nouveau leader. Alors, qui sera-t-il? Est-ce que ce sera Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry ou vous-même peut-être? Ce sera nous tous. Je pense que dans cette campagne, on doit avoir un objectif.
nous ne serons pas au second tour de l'élection présidentielle. Il faut faire barrage à l'extrême droite, écarter ce péril-là et faire en sorte que nous ayons un président qui soit dans le cercle de la démocratie, même si Jacques Chirac restera notre adversaire parce qu'il incarne la politique de la droite. Il voudra aux élections législatives faire une confirmation d'un scrutin qui a été un scrutin manqué, qui a créé une immense frustration, et donc c'est à la gauche, d'abord au Parti socialiste, dans toute sa diversité, avec toutes ses équipes, et c'est vrai qu'il y a des personnalités éminentes, de mener campagne, de mener l'action avec un programme qui reprendra l'essentiel de nos réflexions, en ajoutera d'autres, parce que nous avons entendu le message des Français sur les services publics, sur la lutte contre les violences, sur l'éducation, sur les retraites. Ce sera un virage à droite ? Non, il s'agit de faire un virage par rapport à ce que les Français nous ont dit. Ce ne s'agit sûrement pas un virage de ce côté-là. Il s'agit de prendre en compte le résultat de premier tour. On aurait souhaité qu'il soit différent. On aurait préféré qu'il n'y ait pas de dispersion, qu'il n'y ait pas d'abstention. Nous aurions à ce moment-là Lionel Jospin au second tour de l'élection. Ça aurait quand même une autre allure. Et Lionel Jospin serait même en situation de pouvoir l'emporter sur Jacques Chirac. Ce n'est pas le cas. Donc, puisque nous n'aurons pas ce grand débat au moment de l'élection présidentielle, il faut qu'on l'ait au moment des élections législatives. Et c'est notre responsabilité, en tout cas la mienne, de faire en sorte que les socialistes arrivent en bon ordre, avec un programme de combat, avec un programme juste pour le pays, un programme qui sera celui de la mobilisation de toutes les énergies pour que nous puissions l'emporter pour les élections législatives. Et nous le ferons avec la gauche unie. Oui. Parce qu'il ne peut pas être question d'arriver dans la même situation que dimanche soir, avec une gauche dispersée, avec une gauche éclatée, qui n'est pas en situation de faire entendre sa voix. Mais vous, François Hollande, vous êtes candidat, j'allais dire, à moyen terme, à reprendre les rênes de la gauche socialiste ? Moi, ma responsabilité comme premier secrétaire du Parti socialiste, c'est de mettre tous les socialistes dans le mouvement aujourd'hui. Nous avons à faire ce choix pour la présidentielle, mais nous avons surtout à préparer les élections législatives. Ça, c'est ma tâche aujourd'hui. Moi, je suis là pour relever le flambeau, pour ramener l'ensemble des socialistes vers la fierté, vers l'honneur qui doit être le leur. Et vous n'êtes pas candidat à faire plus ? Écoutez, si l'ensemble, la gauche, avec les socialistes, nous sommes en capacité, comme je le crois, de l'emporter aux élections législatives, nous verrons la place de chacun. Mais en tout cas, moi, j'occuperai pleinement la mienne au nom des socialistes. Ce que demandent nos électeurs, nous avons aujourd'hui des milliers de demandes d'adhésion au Parti socialiste. J'aurais préféré que ce soit dans un autre contexte, dans un contexte de victoire. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes, il y a plein d'électeurs, peut-être même qui n'ont pas voté pour nous, oui, qui ont pu voter pour d'autres candidats, qui même se sont abstenus, qui disent on veut venir travailler avec vous, on veut venir travailler derrière le Parti socialiste, derrière la gauche, à condition qu'elle soit unie. Et ça, c'est ma responsabilité d'emmener tout le monde vers le combat des législatives, qui est notre rendez-vous principal. Un tout dernier mot, François Hollande. Vous avez parlé, j'imagine, avec Lionel Jospin aujourd'hui. Est-ce qu'il est totalement abattu, démoralisé, ou au contraire, est-ce qu'il s'est fait une raison? Lionel Jospin, il a été digne du début jusqu'à la fin. Digne dans cette fonction de Premier ministre, qu'il assumera jusqu'au bout, digne dans sa tâche de candidat, digne dans son départ. Lui, quand il a pris conscience de l'échec, il n'a pas cherché à en pointer la responsabilité sur d'autres, il l'a assumé lui-même, il a dit c'est l'échec, c'est le mien, même si ça pouvait être le nôtre, et je pars. Et je trouve qu'il y a tant d'hommes politiques qui n'ont pas ce réflexe que je veux ici saluer la qualité du comportement et l'attitude de Lionel Jospin. On vous sent un peu ému, mais comment l'avez-vous trouvé aujourd'hui? Ragaillardi, déprimé? Je l'ai trouvé à son poste de travail, il finira sa tâche avec responsabilité. Je l'ai trouvé, dans une certaine mesure, maintenant, sur une autre partie de sa vie. Une autre partie de sa vie va s'ouvrir. On ne fait pas de la politique à vie, on ne fait pas de la politique jusqu'au bout. Jospin, ce n'est pas comme d'autres, vous en connaissez, qui n'arrêtent jamais, parce que ce n'est pas simplement pour les autres, c'est d'abord pour eux-mêmes. Lionel Jospin, c'était pour les autres. Merci François Hollande d'avoir répondu à nos questions. On poursuit la revue de détail à gauche avec les réactions dans le camp de Jean-Pierre Chevènement et notamment celle assez attendue du juge Éric Alphen, le juge qui avait voulu entendre Jacques Chirac et qui aujourd'hui annonce qu'il va voter pour lui. Écoutez, c'était hier soir. Écoutez, ça va être le choix entre Carib et Silla. Je préfère encore voter Carib, c'est-à-dire Jacques Chirac. C'est un scoop, je vais voter Jacques Chirac. Ouais. Vous appelez donc un sursaut républicain? J'appelle personne, moi je voterai Jacques Chirac. Je ne suis pas en mesure d'en appeler aux gens, de toute façon. Vous attendez un sursaut républicain? Je pense que ce serait pire pour tous les Français que l'extrême droite arrive au pouvoir. Ouais.
Voilà, et puis un mot aussi de l'extrême gauche, Arlette Laguiller. On va d'abord rappeler les scores de l'extrême gauche. Score sans précédent, puisqu'on est près de 11% des voix, si l'on additionne les 5,72% d'Arlette Laguiller, les 4,25% d'Olivier Besancenot et les 0,47% de Daniel Gluckstein. Là encore, chiffre quasi définitif. Arlette Laguiller qui a donné un communiqué sur son attitude au deuxième tour. Je n'appelle pas à l'abstention, dit-elle, j'appelle l'ensemble des travailleurs et en particulier ceux qui ont voté Le Pen à ne pas voter pour lui, mais elle n'appelle pas non plus à voter pour Jacques Chirac. Autrement dit, chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Autre enseignement du scrutin, l'effondrement du Parti communiste français. Robert Hue est distancé précisément par Arlette Laguiller, mais aussi par Olivier Besancenot, 3,37%, 5 points de moins qu'il y a 7 ans. C'est la survie même du parti qui est en cause. Hélène Hugues, Maxime Soulard. Face à la configuration de ce second tour, le Parti communiste français appelle à utiliser le bulletin de vote Jacques Chirac pour faire en sorte que le candidat Le Pen soit le plus bas possible. Je crois que c'est comme ça que les choses doivent être posées aujourd'hui. Moins d'1 million d'électeurs se sont portés hier sur le candidat Robert Hue. Une catastrophe, un grave échec selon les propres mots des dirigeants du PC. Jamais depuis sa création, le Parti communiste n'était descendu aussi bas. À la Libération, le PCF rassemble 5 fois plus de voix. Il est alors le premier parti de France. Des ministres communistes entrent au gouvernement, mais avec leur départ en 1947 commence une longue période d'opposition. Allié indéfectible de Moscou, dépourvu d'esprit critique sur le stalinisme, le Parti communiste se marginalise. En 1958, avec le retour du général de Gaulle, il n'obtient que 10 députés à l'Assemblée. En 1966, Valdez-Crochet succède à Maurice Thorez à la tête du parti. Un accord électoral est signé avec les socialistes, l'influence du PC remonte. Elle culminera une dernière fois en 1969. Jacques Duclos, son candidat à l'élection présidentielle, obtient plus de 21% des suffrages. 1972, le Parti communiste signe un programme commun de gouvernement avec le Parti socialiste. En 1976, lors de son 22e congrès, il renonce à la dictature du prolétariat. Mais ni cette stratégie d'union de la gauche, ni cette amorce de mutation ne lui profitent. Au cantonal de 1976, pour la première fois, le Parti communiste est devancé par le Parti socialiste. Le déclin est alors inexorable. 15% des voix à la présidentielle de 81 pour Georges Marchais, moins de 7% pour André Lajoigny en 88, 8,5% en 95 pour Robert Hue, 3,5% aujourd'hui. Ces frais de campagne ne seront même pas remboursés. La crise du Parti communiste est à la fois politique et financière. Alors, que s'est-il passé dans les bastions traditionnels du PC? Reportage à Vénissieux dans le Rhône. Le Parti communiste y a perdu en 7 ans la moitié de ses voix au profit du Front National. Sur place, Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Qu'est-ce qui fait qu'on peut basculer d'un vote à gauche à Le Pen? La déception. La déception. Ils votaient pour la plupart à gauche, ils votent désormais pour Jean-Marie Le Pen. Vénissieux n'est plus le bastion communiste des années 70. De 40%, le parti est passé à 8 hier. Le Front National en a profité, en partie aux Minguettes, mais surtout dans les vieux quartiers résidentiels. Pour ces deux sympathisants, l'explication tient avant tout à l'insécurité, au sentiment d'abandon. J'ai donné beaucoup de travail dans le quartier, j'allais discuter avec les gens, et c'est le premier point qui était pris en compte, quoi. Et ils nous reprochaient de ne pas faire assez, quoi. Autre explication, l'image plus institutionnelle du Parti communiste depuis qu'il participe au gouvernement. On n'est plus dans la contestation, on n'est plus dans le combat. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est plus dans le combat. Et c'est pour ça que les partis comme Arlette Laguiller, Olivier Besancenot ont pu attirer de certaines populations qui avant étaient dans le PC. André Gérin est le maire communiste. Son discours ferme sur la sécurité a fait de lui un dissident dans le parti. Ah, je pense qu'on s'est coupé des réalités populaires de notre peuple. Tout ce qui a fait l'identité et l'originalité du Parti communiste français, au fond, aujourd'hui, est passé à perte et profit. Parce qu'il estime que le scrutin lui a donné raison, André Gérin demande aujourd'hui la démission des dirigeants du parti. Avant de revenir aux manifestations d'hostilité au Front National, question sur les sondages. Ça devient une habitude après chaque élection, mais il est vrai que personne n'avait prévu la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Vincent Fourcade, Daniel Lévy.
L'affaire semblait pourtant réglée depuis plusieurs semaines. Un premier tour avec 14 figurants et 2 champions consacrés dont on évaluait déjà les chances au second tour. À votre avis, qui l'emportera lors de la prochaine élection présidentielle, Jacques Chirac ou Lionel Jospin? Un tour de scrutin plus tard et la fiction tant relatée vole en éclats. Les instituts de sondage n'ont rien vu venir. Des sondeurs dont les méthodes d'enquête et d'analyse des réponses fournies sont aujourd'hui sévèrement critiquées. Ils ont des corrections, ce qu'ils appellent eux-mêmes des redressements. Dans leur jargon, ils ne le disent pas trop à l'extérieur, ils disent la cuisine. Ça repose sur une sorte de vision de la réalité politique, sur des suppositions. On avait par exemple un sondeur qui nous disait à la veille du scrutin que désormais, sans doute, on surévaluait plutôt le Front National. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, qui, tous sondages confondus, n'avait jamais été crédité de plus de 14% des voix. Nous sommes bien loin du score atteint hier soir. Pour les sondeurs, un seul coupable, le sondé, qui rechignerait à avouer sa sympathie pour le président du Front National. Il est vrai que depuis très longtemps, nous sous-estimons. Néanmoins, Le Pen sous-estimé, nous le multiplions par 2. Donc il faut bien penser que dans la France d'aujourd'hui, la quantité de gens qui votent Le Pen considèrent néanmoins que de le dire est un aveu qu'ils ne souhaitent pas faire. Et ce n'est pas la seule erreur commise. Les sondeurs, également pris en défaut sur le score du Premier ministre, 2 points de moins que prévu, et sur celui de Robert Rue. Car avec 3,6% des suffrages, le candidat communiste a fédéré quasiment 2 fois moins d'électeurs que ce que les sondages lui promettaient. Retour maintenant à ce qui est l'autre actualité du jour, l'autre conséquence, l'autre effet de ce premier tour. Les manifestations, on parlait en début de journal de 30 000 personnes dans une vingtaine de villes de France. Ce chiffre est très largement dépassé puisqu'on signale en ce moment 12 000 personnes à Tours, 10 000 à Rouen, à Nancy, 5 000 personnes au moins à Dijon, plusieurs milliers de personnes à Marseille, 3 000 manifestants à Saint-Étienne. Et puis ils sont aussi plusieurs milliers à Paris. Ils se déplacent. Paris où nous retrouvons Jeff Wittenberg, ils étaient à République, sur la place de la Nation, place de la Bastille. Où êtes-vous, Jeff, et que se passe-t-il ? Très exactement, je suis effectivement place de la Bastille où, comme vous pouvez le constater derrière moi, la manifestation s'est pour l'instant disloquée, la circulation a été rétablie ici, place de la Bastille, mais tout à l'heure vous allez peut-être le voir sur ces images, ils étaient donc quelques 10 000 sur cette place très symbolique de la Bastille. Ils venaient, vous l'avez dit, de la place de la République. Si vous connaissez Paris, c'est environ à 1,5 km d'ici, et actuellement ils seraient entre 4 et 5 000 à être réunis place de la Nation. C'est également à 1 ou 2 km de cette place de la Bastille. Alors dans cette manifestation, comme depuis hier soir, on entend toujours les mêmes slogans, anti-Front National, anti-Le Pen, beaucoup de gens qui disent, je les cite, leur honte d'être français. Et en tête des cortèges, on retrouve des leaders de partis politiques, en particulier ceux de la Ligue communiste révolutionnaire, d'Olivier Besancenot, et également les leaders des Verts. Voilà, Jeff, c'est la question que j'allais vous poser. On a parlé de manifestations spontanées. On a aussi parlé effectivement de nombreuses associations ou de quelques partis politiques qui appellent à manifester. Est-ce que ces manifestations sont organisées ou est-ce qu'elles sont effectivement spontanées ? Mais il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de réaction spontanée, notamment des jeunes, des lycéens qui depuis hier soir défilent spontanément dans les rues de la plupart des villes de France. Et puis il y a des partis politiques avec en pointe ce que je vous citais, donc la LCR et les Verts, qui veulent commencer à faire en quelque sorte monter la pression avant, vous le savez, la grande manifestation qui est prévue le 1er mai, le jour même où Jean-Marie Le Pen, lui, compte réunir ses partisans autour de la célébration de Jeanne d'Arc. Merci Jeff, et disons que ce soir, sans faire de calcul précis, on est au moins à 50 ou 60 000 personnes dans les rues de France. Manifestation donc d'hostilité au Front National après l'annonce de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Rapidement, on va passer en revue le reste de l'actualité avec d'abord la proposition faite aux douaniers par Laurent Fabius de nouvelles revalorisations de leur prime de risque. Proposition doublée par rapport à celle qui avait été faite au départ, soit une enveloppe de 10 millions d'euros environ. Ces mesures devraient prendre effet au 1er juillet. La tendance serait, dit-on, à la reprise du travail. À Madrid, un attentat à la voiture piégée devant le siège de la compagnie pétrolière Repsol YPF. Les enquêteurs orientent leur enquête vers ETA. Pas de victimes, mais d'importants dégâts matériels. Il s'agit du 3e attentat à la voiture piégée depuis le début de l'année. À Milan, la réouverture de la tour Pirelli, le gratte-ciel le plus haut d'Italie. Il était fermé depuis jeudi après avoir été heurté, vous le savez, par un avion de tourisme. Le crash avait fait 3 morts et 29 blessés. Les autorités excluent, vous le savez, la thèse de l'attentat. Accident ou suicide, l'enquête est toujours en cours.
À Bethléem, dans les territoires occupés, des tirs nourris ont éclaté ce soir aux abords de la basilique de la Nativité, où quelques 200 combattants palestiniens sont toujours assiégés. Pour l'instant, pas de blessés. Selon un policier palestinien présent à l'intérieur du bâtiment, les forces israéliennes encerclent donc depuis 20 jours des Palestiniens, dont une trentaine de terroristes, selon elles, retranchés dans le bâtiment. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle, mais restez avec nous si vous aimez la politique. Juste après la météo de Patrice Drevet à 21h25, 21h30, donc, un documentaire de Patrick Boitet aux marches du Palais qui retrace la campagne des différents candidats à cette élection, côté coulisses, côté médias, côté meeting. Donc une grande soirée politique sur France 2. Minuit 50, journal de la nuit, Jean-Claude Renaud. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille. Merci de votre attention. À demain.